Aujourd'hui, ça fait vraiment du bien de vous retrouver avec vous, messieurs, avec un panel de professionnels largement impliqués qui sont connus au niveau national et régional et international aussi, avec des compagnies qui font la force de la Normandie. Je vais relever le challenge avec vous d'évoquer dans un contexte complètement inédit, effectivement, la question de la qualification de cette crise que nous traversons tous et toutes aujourd'hui, sous le thème de vaguelette ou tsunami. Et si vous voulez bien, messieurs, on va essayer d'y répondre avec l'assistance qui est autour de nous, Hervé, aujourd'hui, pour en débattre, sous 3 angles de réflexion. Le premier, je le pense, nous pensons, on en a parlé ensemble, Hervé, avec les collègues de la majorité, que ça n'est pas une crise comme les autres. Elle n'a certainement rien à voir, et vous me direz, messieurs, ce que vous en pensez, avec celle de 27, avec celle de 73, avec celle de 2008, parce qu'elle a des fondements différents, elle est sanitaire, et qu'elle nous interpelle toutes et tous de façon très pragmatique dans notre quotidien, et que c'est aussi une question de santé publique qui vient impacter mondialement, et ça sera le deuxième item, eh bien, l'activité économique et sociale. Alors pour répondre à cette crise, il faut l'identifier, ça sera notre premier échange et nos premiers débats, qu'elle certainement nous permet aujourd'hui d'être plus présente dans notre quotidien, d'abord parce qu'elle touche à la santé publique, mais aussi, et François, ça c'est quelque chose que vous développez dans votre analyse, nous avons beaucoup de données, beaucoup de data, nous la vivons en direct cette crise. C'est complètement différent. L'information transmise aux citoyens, aux chefs d'entreprise, aux élus que nous sommes, nous l'avons en direct. Et ça change aussi la façon dont nous pouvons l'aborder et apporter des réponses, mais qui nous amènent, et j'y vois là une force pour les territoires, dans nos réponses et l'action politique que nous portons, et bien faire preuve d'agilité permanente. Et je crois que c'est ce que nous verrons dans une troisième triptyque, c'est cette crise, elle est à la fois mondiale, mais les réponses, elles sont mondiales, européennes, nationales et territoriales. Et comment on peut coordonner l'ensemble de ces dynamiques. Ce sera intéressant d'avoir vos positionnements, d'avoir vos témoignages aussi, Monsieur le Président, cher Gilles. On a beaucoup travaillé ensemble pendant cette crise. Les territoires ont été des grands donneurs d'alerte aussi, avec le président de la Brittany Ferries. Nous avons vu arriver filière par filière l'ensemble des difficultés économiques qui allaient s'avérer et s'accélérer, et d'apporter des réponses à la fois générales et au cas par cas. Alors, comment qualifiez-vous cette crise qu'on observe mondiale, et la différence que vous observez, François Langlais, dans vos analyses? Non, je crois que c'est effectivement une crise très, très différente, vous l'avez dit, hein, de celle qu'on a connue, parce que son déterminant essentiel n'est pas de nature économique. En principe, c'est l'économie qui se grippe elle-même à cause des excès qu'elle a connus, du surendettement. C'est ce qu'on a connu en 2008, c'est ce qu'on a connu aussi à la fin des années 90, et bien sûr avant la Deuxième Guerre mondiale, où la crise financière joue un rôle essentiel. Là, on est dans quelque chose de très très différent, qui produit d'ailleurs des effets différents. Même si on ne peut pas exclure que la crise financière se produise à un moment ou à un autre, aujourd'hui ça n'est pas le cas, grâce à l'intervention des banques centrales. En fait, cette crise a eu une action qui n'est pas du tout uniforme, elle est très différenciée selon les secteurs, et c'est sa caractéristique. Hein. Et du coup, la reprise elle-même est aussi très différenciée suivant les secteurs. Vous savez, on a toujours, les économistes utilisent toujours des lettres pour dessiner la trajectoire du PIB, et au fond, la lettre la plus évidente pour caractériser une reprise, c'est le V. Ça chute très fort, et puis ça remonte tout aussi fort. Il y a aussi le W, hein, c'est la rechute, et puis il y a la reprise en U qui descend, et qui est suivie d'une longue période de stagnation avant la reprise. Et cette fois-ci, il est possible que nous soyons devant une reprise en K, avec 2 branches. Une branche qui monte et une branche qui descend.
C'est-à-dire que, compte tenu des changements de comportement très importants que la crainte de la contagion exerce sur notre comportement, eh bien, on voit des secteurs qui profitent de la crise, au sens le plus neutre. Hein. Il ne s'agit pas de les critiquer, mais il y a de nombreuses entreprises, on en parle d'ailleurs assez peu, eux-mêmes n'en parlent pas beaucoup, parce que justement, ils sont dans un contexte qui est assez difficile, et pour autant, eux s'en sortent bien. Mais on en voit dans l'agroalimentaire, on en voit aussi dans le secteur du tourisme. Il y a certaines régions qui ont fait de très bonnes saisons. On en voit bien sûr dans la distribution. Tout dépend des formats, mais il y a des formats qui ont vraiment boomé. Et puis dans le commerce en ligne. Et à l'inverse, il y a des secteurs qui peinent, qui souffrent, qui connaissent même un véritable effondrement. L'aéronautique, tout ce qui est lié à l'aérien, bien sûr. La restauration et l'hôtellerie dans les villes, ça c'est tragique. Hein. Il se prépare effectivement quelque chose de très, très difficile. Les magasins de vêtements, le spectacle, vous savez tout ça. En fait, il faut se préparer au fait que les choses ne reviendront pas comme avant et que cette crise accélère des transformations qui étaient engagées avant elle. Elle a le rôle, au fond, d'accélérer le mouvement de l'aiguille sur le cadran de l'horloge du temps. Par exemple, disons, la répartition entre commerce en ligne et commerce physique, ça fait longtemps que c'est engagé. Hein. Et jusqu'ici, il y avait encore des populations qui, pour des tas de raisons culturelles, d'habitude, se refusaient à utiliser le e-commerce. Elles y ont été contraintes aujourd'hui et elles ont découvert ce nouveau mode de distribution. Elles vont probablement y rester en partie, pas pour tout, pas tout le temps. Hein. Sur le tourisme, on peut s'interroger sur l'impact durable, mais cette crise changera des choses durablement. C'est le premier point que je voulais développer devant vous. Le deuxième, c'est qu'on observe aussi cette accélération de la divergence au plan international et au plan européen. Je sais que la famille à laquelle vous appartenez est européenne depuis toujours, hein, mais on a vu justement, en principe, une épidémie, c'est ce que les économistes appellent un choc symétrique. C'est-à-dire que, vu du virus, tel ou tel pays ne change rien. Hein. Son projet au virus, c'est de s'étendre le plus possible, et il se moque des frontières. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Pour des raisons qui sont d'ailleurs assez difficiles à analyser, à comprendre, mais au sein de la zone euro, on va se limiter à ça, on voit que le virus a plutôt frappé les trois grands pays que sont la France, l'Italie et l'Espagne. En gros, l'Europe du Sud, enfin les trois grands pays d'Europe du Sud, et pas tellement les pays d'Europe du Nord, à commencer par l'Allemagne. Et donc finalement, le virus a frappé des pays qui étaient déjà fragilisés économiquement par la précédente crise, la crise de l'euro, comme si le virus avait lu le traité de Maastricht, hein, et qu'il s'était attaqué plutôt aux pays dont les finances publiques étaient déjà très éprouvées. Et c'est troublant, probablement pour partie pour des raisons culturelles, pour des raisons d'organisation du système de santé, parce que la première région touchée en Europe, l'Italie du Nord, est une plaque tournante. C'est là qu'est arrivée la peste dans les années 1340, hein, pour la même raison, parce que l'Italie était le premier pays, parce que c'était une plaque d'échange très importante. Toujours est-il que la crise du Covid accroît les divergences au sein de la zone euro de façon très importante. Et que ça, c'est un problème pour l'avenir, parce que une monnaie unique avec des économies hétérogènes, ça pose beaucoup de problèmes. L'Italie, par exemple, depuis 20 ans, n'a quasiment pas connu de croissance. Hein. C'était déjà le cas avant, donc ça va aggraver ça. Face à ça, il y a eu une réponse des autorités européennes, vous l'avez évoqué, la Banque centrale d'un côté, et puis le plan franco-allemand relayé par la Commission de l'autre. Réponse d'ailleurs très précoce, hein, par rapport à la précédente crise, mais probablement insuffisante pour contrer les effets délétères de cette divergence, c'est au moins ce qui me semble. Et puis, qui se paye par une extraordinaire croissance de la dette. Là aussi, le virus ne fait qu'accélérer quelque chose qui était déjà dans la réalité. Hein. Il nous projette dans le monde de l'hyperdette, mais on avait commencé le travail avant. Hein.
Et de ce point de vue, il ne fait que nous mettre un petit peu plus loin sur la route. On y reviendra si vous voulez, c'est un sujet en soi. Le troisième élément, il est plus heureux, et je vais conclure avec celui-là, c'est un élément de moyen terme. On oublie ça aussi, mais en économie, l'épidémie va nous faire aussi des cadeaux. C'est difficile à entendre, parce qu'il y a des drames sanitaires et humains qui se sont joués et qui se jouent toujours, mais elle a forcé les entreprises à faire ce qu'elles ne font jamais, c'est-à-dire à réfléchir à l'indispensable et à faire le tri entre ce qui est accessoire et ce qui est nécessaire. C'est un travail que les entrepreneurs n'ont pas le temps de faire parce qu'ils sont souvent pris par le quotidien de leurs activités. Certains le font évidemment, hein, mais là on a dû le faire, disons, sous la pression de la réorganisation liée à l'épidémie. Extraordinaire poussée numérique. Hein, extraordinaire poussée numérique. C'était pas un sujet pour les grandes entreprises qui étaient déjà équipées, mais le numérique a pénétré à l'occasion de cette crise dans tout le tissu économique français. Ça, on ne se rend pas compte des bénéfices que ça va générer, mais ils sont potentiellement très importants, comparables à ceux d'ailleurs que le fait d'alphabétiser les Français au XIXe siècle a créé, hein, et quand on a pu utiliser l'écrit comme moyen de transaction et non plus seulement l'oral, on a aussi gagné en productivité, ça va être très important. Évidemment, accélération aussi de l'automatisation, de l'utilisation des robots dans le secteur du nettoyage, dans tout un tas de secteurs. Les entreprises, justement, ont fait un saut technologique important. La productivité, il faut le rappeler, même si c'est contre-intuitif, c'est très bon pour l'économie, hein, parce que les entrepreneurs qui sont là le savent. Si on produit mieux avec moins, on peut baisser ses prix et du coup augmenter la diffusion de ses produits. Alors évidemment, à court terme, ça a des effets sur l'emploi, c'est certain, ça diminue la quantité de travail nécessaire, mais à long terme, ça permet à la fois d'augmenter les salaires et de diminuer le temps de travail. C'est l'histoire du capitalisme depuis l'invention du métier à tisser, et de ce point de vue, il faut sur le long terme se réjouir. Restent les problèmes d'emploi de court terme, bien évidemment, et là, on n'est pas au bout, les différents intervenants qui se sont succédés avant l'ont dit. J'observe quand même qu'on change un peu de philosophie, hein, qu'on a mis en place des filets de sécurité importants, qui sont évidemment très coûteux en termes budgétaires, mais qui, là aussi, nous font entrer, je crois, dans un univers un peu différent, où la répartition entre les fruits du travail pourra se faire entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Je vous remercie de votre intérêt. Merci François pour ce panorama global. Je vous demande de saluer l'arrivée de Madame Valérie Pécresse. Valérie, bienvenue en Normandie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Qui est aussi en Île-de-France comme nous en Normandie, avec les présidents de région, nous avons apporté des réponses immédiates. Je sais que ça fait partie des théories que vous défendez. Les structurations par filières stratégiques que nous avons portées avec le président Hervé Morin nous permettent aussi d'identifier des réponses au cas par cas, vous l'avez dit. Les filières ne seront pas touchées de la même manière. Elles ne réagiront pas non plus de la même manière. Nous en échangerons tout à l'heure avec Madame Lemoine, présidente d'un grand groupe normand, et le président de Sanofi, puisque nous avons des atouts sur le territoire en Normandie, particulièrement dans l'industrie. Et effectivement, crise mondiale, quand vient s'ajouter des éléments de diplomatie, de contexte Brexit, sur des secteurs et des forts potentiels pour l'emploi que nous avons en Bretagne et en Normandie en commun avec Jean-Marc Rouet, président de la Brittany Ferries. Je voudrais saluer Agnès Lebrun, qui est une collègue de la région Bretagne et qui vit avec nous aux côtés de Jean-Marc Rouet. Cette difficulté qui, depuis plusieurs mois, non seulement avec un premier tsunami, le Brexit, et le second avec le Covid. Jean-Marc, comment on s'adapte, on réagit? Quel combat pour une ambition maritime française aussi? Parce qu'au travers de la Brittany Ferries, c'est cette ambition-là que nous défendons collectivement.
Merci Sophie, merci Président de m'avoir invité à pouvoir m'exprimer ce matin. Alors c'est vrai que François Lamblet a dressé ce qu'il voit dans la crise, et ce que je retiens dans son propos, c'est qu'il est parti très loin dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de notre territoire, l'Europe et de la France, et donc ce qui prouve que quand on va chercher dans l'histoire ce tsunami, pour moi c'est un tsunami, finalement on n'en a pas connu beaucoup dans l'histoire de notre civilisation. Ce qui fait que pour un chef d'entreprise comme moi, il est évident que ça change complètement de logiciel. On doit changer de logiciel parce que le guide d'une entreprise, le patron d'une entreprise, c'est quelque part, je viens d'utiliser le mot, le guide, créer une équipe et insuffler à cette équipe la vision que l'on a du futur. Et donc préparer l'entreprise au futur. Et là, pour le coup, on a changé de logiciel puisqu'on est dans l'urgence. On doit traiter des choses pour lesquelles on n'est pas du tout formé. On s'équipe évidemment, on s'entretient, on trouve des partenaires sur tout ce qui est sanitaire, mise application de mesures nouvelles. Et ceci dans un contexte où on ne maîtrise absolument rien en matière de gestion étatique, puisque évidemment tout ça est dirigé de bien plus haut. Ce qui fait qu'en effet, l'entreprise Brittany Ferries, nous étions déjà dans la préparation d'une future crise qui nous a été annoncée lors d'un référendum en Angleterre le 26 juin 2016, donc ça fait déjà quasiment, ça fait plus de 4 ans. Donc on s'y prépare, et au moment où on se prépare à ça, on doit changer complètement de logiciel, et là, on a même quasiment oublié que le 1er janvier 2021, on va connaître un sinistre important sur le secteur d'activité du transmanche et de nos relations avec la Grande-Bretagne. Alors évidemment, c'est important en Normandie, puisque finalement la Normandie, c'est le territoire qui a le plus d'activités d'échange direct entre la Grande-Bretagne et la France, et donc l'Europe, par les différents ports que vous avez en gestion et en propriété, mais également avec celui des 2 grands ports maritimes de Rouen et du Havre. Donc c'est extrêmement important, on le vit au quotidien. Et pour le coup, pour nous, la crise Covid, elle tombe au plus mauvais moment, puisqu'en fait, elle tombe quasiment au moment où on réarme toute la flotte pour une saison estivale. Donc, résultat des courses, l'entreprise Brittany Ferries, et vous l'avez lu, je me suis beaucoup exprimé dans la presse, puisque nos annonces un peu mortifères sur notre activité font que la presse revient vers nous pour des questions. Et je résume, on a perdu plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. On entame donc la saison hivernale finalement au 1er septembre, puisque demain nous allons désarmer 3 navires. Ce qui d'habitude nous arrive à peu près 2 mois et demi plus tard. Et pour le coup, évidemment, on se prépare à 2021, parce que pour nous, 2020, c'est une catastrophe et il faut à tout prix se préparer à 2021. L'appel à l'État, vous l'avez entendu. Ce qui est en effet assez particulier, c'est que nous avons assez tôt, avec d'autres acteurs du transmanche, présenté notre difficulté et notre vision de la préparation de l'avenir. Ouais, vous avez une action commune, et voilà. Je remercie aussi tous les parlementaires et qui se sont mobilisés à tes côtés. Et pour le coup, c'est parce que sans doute on a un modèle économique qui devrait être imaginé pour la préparation du futur, ce partenariat public-privé régional qui fait qu'on se voit très régulièrement, on se connaît assez vite, et avec Sophie qui a la charge de présider la société qui porte la flotte normande, copropriétaire entre Brittany Ferries, la région et les 2 départements de la Manche et du Calvados, et bien finalement, dans ce modèle, on a trouvé assez rapidement des solutions permettant quelque part à préparer l'avenir et à se préparer au tsunami. C'est vrai aussi en interne, c'est le métier du chef d'entreprise. Et ça, pour le coup, c'est assez douloureux, puisqu'il faut être très clair. La crise sanitaire, qui est devenue une crise économique, sera, comme en 2008, même si les raisons ne sont pas les mêmes, une crise sociale. C'est absolument évident. Et là, pour le coup, j'ai bien l'impression qu'on n'est pas du tout préparé. Et donc, dans un troisième temps, par contre, ce qui est
pour moi, le plus choquant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse de l'État français sur la capacité à réagir par rapport à notre secteur d'activité. Et je crains, Hervé, puisque tu l'as été toi dans ta campagne électorale, mais depuis que tu agis dans la région, je crains que la vision maritime de la France va être la dernière roue du carrosse, alors que nous avons toutes les chances dans ce métier, je dirais, de développer des moyens de création d'énergie plus verts, de transport plus vert, plus safe Covid, et ainsi de suite. Mais par contre, il n'y a pas de vision. Je pense que tout le monde l'a eu, et certainement François l'a eu, c'est quelques brides sur le fameux plan de relance. Je peux vous annoncer qu'il n'y a rien maritime. Il y a portuaire, mais il n'y a rien en matière de transport maritime. Donc, c'est un petit peu bizarre, puisqu'on a eu un message politique plutôt satisfaisant en ce qui concerne mon métier et mon entreprise, lorsque nous avons entendu que nous avions, je crois que c'est depuis 25 ans, 30 ans, qu'il n'y avait pas de ministre de la mer, et donc on avait un ministre, alors il se trouve que c'est une dame, très bien, donc Annie Girardin, ministre de la mer, mais pour le coup, je vois que dans son ministère, en tout cas, on n'a pas réussi à plaider à un plan transport maritime ou maritime. Il y a un plan portuaire, mais pas maritime. Et je suis pas certain que le plan portuaire intègre les ports régionaux. Ça doit être les ports centralisés. Donc, ce qui veut dire que c'est assez bizarre, parce que quand on regarde la façade maritime de la France, et tout le monde, enfin tous les grands hommes politiques, ou les hommes politiques, et je pense qu'Hervé le fait aussi, deuxième façade maritime du monde, mais quand on regarde la façade maritime de l'Europe, de la France, c'est la première, et de très très loin. Ouais. On est le seul pays à avoir un accès aux trois eaux, la mer Méditerranée, la mer Nourricière, l'océan Atlantique, et la Manche et la mer du Nord. Pour le coup, notre politique maritime reste quand même fortement en deçà de ce qu'on pourrait imaginer, notamment celle de l'Espagne, de l'Italie et de la Grèce. Pour finir, hier, donc la députée de ma circonscription a visité l'équipage de l'Armorique, qui va donc débarquer demain pour sa dernière traversée de la saison estivale. Et les marins se sont exprimés, puisqu'elle a souhaité les rencontrer, ce qui est très bien. Les marins, alors, il se trouve que les dames n'ont pas parlé, mais les hommes ont parlé sans doute pour elle. Elle a dit, finalement, on pense que notre métier, il est foutu, parce qu'on est la dernière roue du carrosse. Et c'est un petit peu ce que je crains. Je vais me battre énormément pour que ce ne soit pas le cas. On va se battre, je sais très bien que tu seras là, Sophie, mais c'est assez dommage, parce que finalement, le transport maritime et le métier du maritime, c'est peut-être une réponse au séisme qu'il va y avoir dans l'aérien, et qui est déjà planifié par certains dirigeants d'entreprise. Et nous avons la ressource, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir l'imaginer. Et je rappelle, pour finir, qu'en plus, on peut très bien imaginer que ce maritime se développe par le modèle économique que nous avons par donc, le biais de nos sociétés d'économie mixte ou de portage de flotte. Juste pour rappeler, puisqu'on ne le dit pas souvent, ce système de portage, il y a 0 € de subvention, et pour les deux partenaires public et privé, il est bénéficiaire. Ce sont des sociétés qui ont des résultats importants, plus d'1 million d'euros par an. Donc, ce qui veut dire que c'est pas simplement du portage avec donnez-moi de l'argent public, il y en a pas. On est des partenaires avisés, et notamment l'investisseur public, qui est donc évidemment très regardant sur ce qui se passe à l'intérieur, et c'est Sophie qui en préside, et vous pouvez être sûr que les choses sont bien gérées. Voilà ce que je voulais dire. Alors, c'est vrai que pour le logiciel du chef d'entreprise, ta question, d'abord on est sur un tsunami, c'est pas une vaguette. C'est le sentiment. Et ensuite, c'est assez difficile. Il faut quand même maintenir un moral, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'analyse pas, mais c'est très 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 anxiogène pour les salariés des entreprises, parce qu'ils n'ont pas forcément ils comprennent pas forcément ce qui se passe, et ils comprendront pas sans doute tout ce qui va se passer. Vous parliez du numérique, il y avait une anxiogénité par rapport à l'accès au numérique, mais ici c'est quelque chose qui est encore plus grave, puisque potentiellement on peut en plus en souffrir. Voilà. Merci Sophie. Merci Jean-Marc.
Merci pour l'action que tu portes et le combat que tu mènes. Tous les maires des communes, présidents d'agglomération sont là, concernés. Jean-Baptiste au Havre, évidemment, David à Cherbourg, Joël Bruno, le maire de Ouistreham. On est tous mobilisés sur cette question qui est un enjeu France. Évidemment, monsieur le président du Sénat. Le chef d'entreprise face au tsunami, puisque évidemment c'en est un, vous l'avez illustré. Gilles, tu es chef d'entreprise, président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie. Vous avez été avec nous des donneurs d'alerte. Les territoires ont été des donneurs d'alerte parce que nous sommes organisés en filière, parce que vous avez su avec nous construire un écosystème régional favorable à la réactivité, l'agilité. C'est la politique publique que nous conduisons. Et je nous revois avec Hervé 15 jours avant le confinement, échanger avec l'ensemble des filières stratégiques de Normandie pour dessiner déjà des propositions à faire au niveau des régions auprès de l'État pour vous soutenir dans cette crise et régulièrement délibérer pour répondre à vos besoins. Comment vous avez réagi aussi avec nous, filière par filière? Vous avez été très proactif aussi dans une réponse instantanée qui était de protéger aussi vos salariés dans les entreprises. Tu l'as dit, il y a eu le pendant. Maintenant, il y a l'interrogation à venir, Jean-Marc, sur l'inquiétude sur l'emploi. Merci de nous apporter ton témoignage et ta vision. Oui, merci d'abord de m'accueillir. Je suis flatté. Les chambres de commerce, quelquefois, étaient peut-être un peu oubliées. Et on s'est rendu compte qu'avec cette crise, on avait besoin de proximité auprès des territoires. Et ça a été très important. Moi, ce que je ressens, c'est que quand ce tsunami est arrivé, des chefs d'entreprise, il y en a qui ont paniqué, et il y en a qui ont tout de suite très bien réagi. Comme vous le disiez, monsieur Langlais, je pense que ça va être un cas. Et il y a des entreprises qui vont bénéficier avec de magnifiques opportunités, et il y a des entreprises qui, malheureusement, vont être en très grande difficulté. Ça dépend bien évidemment des filières. Et c'est là où il faut qu'on s'acharne, nous tous, pour essayer de sauver ce qui va être sauvable, et puis aussi d'accompagner les magnifiques opportunités qu'il y aura dans le futur. Donc je pense qu'on en parlera après, je pense qu'on reviendra dessus. Mais moi, ce qu'on avons ressenti dans les chambres de commerce, ce qui a été formidable aussi, c'est que la région qui a été le leader dans cette coordination que sont avec les consulats, avec les services de l'État, nous avons été extrêmement réactifs sur quelles solutions amener, les masques et plein de choses de pouvoir rassurer nos chefs d'entreprise. Et il faut continuer parce que effectivement, nous rentrons encore plus dans la crise aujourd'hui. Nous avons mis en place avec la région CCI Prévention qui va permettre d'accompagner les chefs d'entreprise auprès des tribunaux de commerce parce que malheureusement, il va falloir en arriver là sur certains secteurs. Donc il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés psychologiquement, mais aussi sur des conseils. Donc là, encore une fois, on fait un travail formidable avec la région et ça, il faut absolument on puisse faire perdurer et il va falloir qu'on trouve des solutions pour ces gens-là. Alors effectivement, il y aura des réponses adaptées en fonction des filières. Certaines filières sont pour nous une question de souveraineté économique au niveau régional parce qu'il faut sauvegarder des innovations. On voit bien aussi que la compétition mondiale, parfois un peu morbide, avec des investisseurs étrangers qui malheureusement sont aujourd'hui aux aguets sur des entreprises stratégiques qui pourraient s'écrouler et sur lesquelles elles souhaiteraient investir. C'est aussi une des réponses que nous avons apportées en créant notre propre fonds d'investissement qui est aujourd'hui une force non seulement pour l'innovation et le développement mais dans la gestion de crise pour conforter les capitaux des entreprises et l'emploi sur les territoires. Je vois Véronique dans l'ordre. C'est stratégique pour nous. On va continuer à déployer ça. Nous travaillons avec Hervé Morin et Bernard Leroy notre plan de relance qui viendra effectivement conforter nos positions. Il y a des points positifs et il faut les voir. Vous l'avez dit François Langlais, du rebond. En Normandie, nous avons la chance d'avoir un pôle de compétitivité nationale et je sais que vous êtes aussi très très fort en Ile-de-France, Valérie, sur le digital. Ça sera un élément déterminant. L'industrie pharmaceutique est pour nous une opportunité majeure de rebond en Normandie si effectivement on mobilise sur de l'innovation
et différentes niches stratégiques que nous identifierons tout à l'heure, et l'industrie et la sous-traitance à chacun des niveaux où il faut que tous les maillons de la chaîne puissent être préservés. Tu le disais, en fonction des filières, le tourisme pour nous est un enjeu majeur. Il se réinvente. Je vois Marie-Agnès à Fécamp et en responsabilité au niveau de la région Normandie. Il doit se réinventer. L'événementiel, l'agilité des territoires sera un élément déterminant et c'est ce que nous portons au niveau de l'État dans les stratégies communes qui doivent être portées. Je crois que collectivement, il faut aussi que nous co-construisions cette réponse. C'est ce que nous faisons en Normandie. Pour vous, les filières de rebond, Gilles, vous les voyez comment ? L'aéronautique, bien évidemment, ça va être compliqué pour eux, parce qu'on le sait tous, donc il va falloir les accompagner. Après, tu en parlais, le tourisme est un formidable atout pour la Normandie. Moi, j'irai un peu plus loin aussi, quand on parle de transition écologique, Valérie Pécresse qui m'écoute, je pense que la région Île-de-France aura peut-être intérêt à regarder aussi la transition écologique vers la Normandie. Je pense qu'on a des territoires qui sont exceptionnels. Si on arrive à avoir un numérique avec des débits suffisants et des grandes écoles qui vont permettre aussi d'avoir une image positive, je pense que là aussi l'Île-de-France pourrait nous accompagner dans cette démarche. Non, je passe des messages subliminaux quand même, mais je pense que ça peut être important parce que si on veut que l'industrie se développe, c'est très simple. Il nous faut de la formation. Il faut être sûr de pouvoir trouver des employés qui soient qualifiés. Si on veut faire bien des familles, il faut qu'elles soient sûres de pouvoir avoir une formation digne de ce nom pour leurs enfants. Derrière, il nous faut de la constructibilité, bien évidemment. Et puis après, un accompagnement sur le territoire économique. Et l'écologie aujourd'hui, qui n'est pas forcément facile à traiter en Île-de-France, en Normandie, je pense que ça peut être un accompagnement qui peut être très visible. Je rêve qu'on arrive à faire des grands débats avec des grandes écoles, avec des écoles d'architecture, des ingénieurs, etc., sur comment on pourrait imaginer l'axe Seine demain. Ça pourrait être extrêmement intéressant de lancer un grand débat là-dessus. Alors, si on veut revenir aux filières, excusez-moi, je reviens à ta question primordiale, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas le dire. Je pense que c'est important de travailler interrégionalement, ça a été dit précédemment, mais je pense que c'est important qu'on garde une liaison et une confiance forte avec la région Île-de-France. Donc effectivement, les filières, vous en parliez tout à l'heure, sur le maritime, c'est extrêmement compliqué, mais il y a aussi tous les équipements gérés, souvent d'ailleurs par les chambres de commerce, mais qui vont aujourd'hui sont les parents pauvres, ils vont être les parents oubliés, donc il va falloir qu'on se batte sur ces filières-là, effectivement. Après, les filières de la construction, par exemple, dont je fais partie, je pense que nous, on n'est pas trop pessimistes pour nos filières. Donc, encore une fois, il y a des filières qui vont très très bien s'en sortir. Il y en a malheureusement qu'il va falloir accompagner. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de chaque filière parce que ça va être compliqué. Si on prend l'agroalimentaire, etc., je pense qu'il faudrait 1 heure ou 2 heures pour pouvoir à chaque filière se développer. Mais encore une fois, je pense que la région a vraiment son acte à réaliser de pouvoir accompagner ses côtés négatifs et ses côtés extrêmement positifs. Parce qu'encore une fois, je le répète, moi je crois qu'il faut regarder le côté positif. Et on a plein de filières qui demandent qu'à être développées. Vous l'avez dit, Monsieur Langlais, notamment grâce au numérique, on a subi une révolution. Il faut surfer là-dessus. Alors, je vais vous proposer à chacun d'apporter une conclusion. Je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est un tsunami. On l'a identifié dans les territoires, fait des remontées de terrain. Nous avons déployé des plans d'urgence, 70 millions d'euros développés en région Normandie, des délibérations chaque semaine pour répondre à chaque territoire, à chaque segment de l'activité économique, réinjecter de l'argent dans les fonds que nous avions mobilisés, préparation des plans de relance. Je vous remercie d'abord du travail que vous avez fait avec nous, avec moi, pendant toutes ces semaines. On va continuer. Vous pouvez compter sur nous. Les enjeux de souveraineté qui seront un élément important. On a parlé de l'alimentation aussi en Normandie, c'est une terre d'agroalimentaire. On a un enjeu formidable qui est une nouvelle opportunité pour nous, je crois. Les territoires boucliers de la crise économique et sociale qui arrive. Pour terminer. Ce qui me frappe, moi, c'est que je pense que c'est pour le coup encore quelque chose d'assez positif que nous apporte l'épidémie, si on peut dire. C'est paradoxal, mais je pense que c'est vrai.
c'est l'extraordinaire essor de ce thème de la souveraineté à la fois nationale et territoriale. C'était commencé avant. Hein, bien sûr, les régions se préoccupaient d'économie depuis longtemps, mais elles ont modernisé leurs outils de façon extraordinaire. Quand vous parlez de ce fonds, c'est des choses dont on n'aurait pas parlé il y a 10 ans, qu'on n'aurait pas utilisées. Hein. Et c'est vrai aussi au plan de l'État, j'observe que ce plan de relance qui se profile n'est plus tout à fait de la même nature que ceux qu'on avait envisagés il y a 10 ou 15 ans. En fait, le lien entre le territoire et l'économie s'est revitalisé. C'est-à-dire que, et du coup, je crois que le lien entre les élus politiques et les chefs d'entreprise s'est aussi revitalisé de façon plus large, et parce que, justement, il y a une espèce de souci mutuel qui tranche pas mal par rapport à une époque qui date d'une dizaine d'années, où on considérait qu'il fallait laisser faire le marché et les acteurs, un peu comme sur une piste d'auto-tamponneuse, hein, et où au fond chacun était poussé par le vent, se cognait quelquefois, disparaissait, renaissait, etc. On n'est plus du tout dans cette logique-là. Et je crois que c'est bien, c'est probablement un gage de croissance économique plus harmonieuse, plus respectueuse à la fois de l'homme et puis des contraintes environnementales, et on ne peut que s'en féliciter. Encore une fois, ça date d'un petit moment, mais ça a été très fortement accéléré par l'épidémie. Je crois que ça correspond aussi à la demande politique, c'est-à-dire à la demande des citoyens. Hein. Les citoyens veulent reprendre contrôle, au fond. Hein. Et c'est un mouvement qui est à peu près mondial, qui s'exprime sous des formes quelquefois assez radicales, comme le Brexit que vous avez évoqué, mais il peut s'exprimer sous des formes beaucoup plus paisibles, et je forme le vœu que ce soit le cas chez nous, et particulièrement en Normandie. Merci François. Merci beaucoup. Sur le thème de la souveraineté, c'est absolument évident que de là où je viens et là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire du métier de l'agriculture, puisque mon premier métier, si je suis le président de Brittany Ferries, c'est parce que je suis actionnaire, et si je suis actionnaire de Brittany Ferries, c'est parce que je suis agriculteur, puisque c'est toujours 80% du capital est tenu par les coopératives de production de la marque Prince de Bretagne. Et donc, sur le sujet de la souveraineté, évidemment, pour l'alimentaire, c'est absolument évident. Donc, c'est aussi vrai en Bretagne qu'en Normandie sur le besoin de développer ces filières agricoles et de faire en sorte qu'elles soient les plus performantes, parce que, évidemment, c'est un enjeu majeur. C'était déjà un enjeu majeur depuis longtemps, depuis très longtemps, l'alimentation. Et évidemment, ça peut être une filière stratégique pour la France de se redonner une ambition en matière de commerce extérieur pour l'agriculture. C'est le premier point. Le deuxième point, sur la vision, c'est clair. Si on a une ambition de souveraineté économique nationale, est-ce qu'on est prêt à imaginer que cette souveraineté de production sera transportée par des navires qui seront asiatiques? Donc très concrètement, c'est aujourd'hui, quand j'ai passé 3 ans à la présidence d'Armateurs de France, ça n'a été que mon message, c'était de faire en sorte que, je vais dire parce que je vois plus, c'était de faire en sorte que ce message de souveraineté revienne. Alors évidemment, il revient d'autant plus d'actualité avec cette crise, et finalement, quand on regarde, là, l'Europe a été une source, comment dire, de propositions, puisque depuis janvier 2004, il est possible d'avoir un dispositif de soutien à la flotte de commerce qui soit assez punchy, parce que Bruxelles, à l'époque, s'était bien rendu compte que l'Asie, qui était devenue la terre de production, ou le territoire de production de tous les produits manufacturés qu'on recevait sur notre vieux continent, devait se transporter, et que les bateaux, n'oubliez jamais, que 90% de ce que vous avez autour de vous, à n'importe quel moment de votre journée, a été un moment ou un autre transporté par un navire. 90% des marchandises brutes ou manufacturées sont transportées à un moment dans leur vie par un bateau. Donc c'est absolument essentiel. Et c'est vrai que pour le coup, des territoires ou des pays, des États comme la Chine, Singapour, etc., ont très rapidement
compris cela, si on produit, il faut qu'on soit capable de maîtriser des filières de transport. Et ça s'organise encore plus au niveau de la Chine, c'est ce qu'on a appelé la route de la soie. Et n'oubliez pas que la Chine s'est accaparé le port de Pirée, le port un port en Italie, j'ai oublié Seychelles. Et donc, quand on regarde la manière dont ils représentent la route de la soie, les ports, ce sont des têtes de dragon quand ils les représentent sur leur carte. Donc c'est hyper stratégique. Je le plaide, il se trouve qu'on n'est pas très nombreux, donc évidemment les élus, notamment de la représentation nationale, sont pour nous absolument essentiels, puisque vous êtes ceux qui, quelque part, par le biais de vos travaux, peuvent être, des lanceurs d'idées, ou du moins des relais d'idées. Et pour le coup, évidemment, avec Jean Bizet, sur le Brexit, on a beaucoup travaillé. C'est encore plus vrai pour la Normandie, avec cette vision post-Brexit. Ouais. Voilà ce que je pouvais dire sur cette vision stratégique. Maintenant, est-ce que ça va s'accélérer? On peut l'espérer. Mais c'est assez difficile dans ce pays, pour être très clair, lorsqu'on n'est pas de très grands groupes industriels CAC 40, d'avoir un temps de parole suffisant. Oui. Donc on compte bien sur vous, bien entendu, et notamment les élus régionaux. Merci. Nous sommes là et tu as aussi... merci Laurent. Nous sommes un peu contents, je sais qu'Hervé portera des messages au niveau national encore prochainement, et puis tu as un avocat sur la route de la soie qui est Pascal Alizard avec Sonia, sénateur du Calvados, qui porte aussi ces questions d'enjeux stratégiques. Alors effectivement, les inquiétudes sont là, sociales, chacun s'interroge sur l'avenir de son emploi. Je voudrais aussi m'adresser aux jeunes qui vont faire leur entrée, ceux qui vont rentrer sur le marché du travail ou ceux qui s'interrogent sur leur avenir. Il y a du rebond, il y a un potentiel, on va se battre pour que la Normandie soit une terre de rebond. Je sais que les présidents de région, Valérie aussi, tu mets toute ton énergie au service de la relance. Gilles? Oui, je suis dans le même état d'esprit et n'oubliez pas, nous avons des entrepreneurs exceptionnels en Normandie. Nous sommes la première région industrielle de France. Il y a des entrepreneurs de PME, d'ETI qui sont exceptionnels. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est continuer à nous faire regrouper, à travailler en réseau pour qu'on puisse chasser en meute. Et ça, c'est aussi très important. Et la région le fait très bien. Encore une fois, il nous faut un leader sur le territoire. Monsieur Langlais l'a dit, je pense que c'est important qu'on retrouve de la souveraineté sur nos territoires. Et la proximité, ça reste ce qui est le plus important. Et le plus important, encore une fois, c'est d'être en proximité avec nos entrepreneurs, de les écouter. On l'a dit, il y a des entrepreneurs qui vont en difficulté, mais il y en a plein qui vont savoir saisir des opportunités. Donc, s'il te plaît, Hervé, continue à nous faire réunir, nous, patrons de TI, patrons de PME, patrons de clubs excellence, qui sont là pour, encore une fois, se fédérer et projeter notre Normandie dans une belle aventure. Merci à tous les trois. Vous pouvez compter sur nous. Merci pour cette